Bonjour, je m'appelle Pascal Roland. Je suis médecin généraliste à Paris depuis 30 ans et chargée d'enseignement pour Paris 7. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le travail de thèse d'Amélie Bijon, qui devait le présenter au départ, mais qui vient d'avoir un bébé, voilà, qui est né il y a 15 jours, le petit Aristide, qui est son 3e enfant. Et c'est sans doute pour ça que Amélie, lors du stage de niveau 1 qu'elle a fait auprès de moi en 2012, s'est intéressée à ce sujet, qui est donc l'automédication des enfants de moins de 12 ans, et quel est le niveau d'information des parents et les erreurs pratiquées. Alors, l'automédication, c'est répandu, mais paradoxalement, c'est peu étudié chez les enfants. Donc vous retrouvez là la définition de l'automédication du Conseil de l'ordre des médecins, l'utilisation hors prescription médicale par des personnes pour elles-mêmes ou pour des proches de médicaments, donc de prescription médicale obligatoire ou facultative, mais de leur propre initiative. 54% des enfants consultant aux urgences ont eu recours à l'automédication, d'après une étude datant de 2004. Les spécialités pharmaceutiques concerne 28% des agents impliqués dans les intoxications accidentelles et 46,3% des cas d'intoxication accidentelle concernent des enfants de 1 à 4 ans. Devant ces chiffres, nous nous sommes posé la question de savoir comment cerner les erreurs commises par les parents et cibler les mêmes parents pour mieux les informer. Il s'agissait d'une étude descriptive transversale avec auto-questionnaire, donc quelque chose d'assez classique, une étude quantitative dont l'objectif principal était de confronter le niveau d'information ressenti par les parents et la quantité d'erreurs pratiquées en automédication. Les objectifs secondaires étaient quelles étaient justement les sources d'information des parents et enfin quelle était l'influence du niveau d'étude des parents dans cette pratique. Pour cela, un questionnaire détaillé a été élaboré qui comprenait 4 parties. Une partie classique sur les données sociodémographiques des parents, leurs pratiques en automédication, leurs sources d'information, et enfin toute une partie assez ludique concernant les différents médicaments qui pouvaient être autoprescrits en quelque sorte, avec des photos des différents boîtages et des différentes galéniques de ces médicaments. Le choix de ces médicaments, entre guillemets, courants, a été choisi de façon aléatoire du fait des données recueillies lors des consultations de médecine générale. Donc vous retrouvez le paracétamol, l'ibuprofène, l'amoxicilline, l'oxomazine, la bétaméthasone, le Dérinox, etc., etc. Excusez-moi. Ce questionnaire fut distribué auprès d'une population variée. Donc nous avons ciblé les parents d'enfants de moins de 12 ans vivant en Île-de-France. Pourquoi 12 ans? Parce que ça correspondait aux pauvres études déjà présentes. Pauvres par le nombre, bien évidemment, pas par la qualité. La distribution des questionnaires s'est faite du 11 novembre 2013 au 18 juillet 2015, donc dans différents lieux, des cabinets de médecine générale ou de pédiatrie, le service de maternité de Poissy, une halte garderie, une association de soutien scolaire, des pharmacies et Internet. Nous avons quantifié les différentes erreurs qui pouvaient être pratiquées, également donc de façon aléatoire puisqu'il n'y avait pas de grille pondérée existante pour l'automédication pédiatrique. Le surdosage a été coté à 2 points, le sous-dosage 1 demi-point, les mauvaises associations médicamenteuses à 1 point, pardon, 2 points, la mauvaise indication médicamenteuse à 1 point, les contre-indications liées à l'âge 2 points, l'automédication avant 3 mois 1 point et le traitement avec des médicaments à prescription médicale obligatoire 1 point. Nous avons estimé qu'un score d'erreur à 3 était considéré comme trop d'erreurs pour notre étude. Une part conséquente de parents ferait trop d'erreurs, tout en s'estimant bien informés. Les 30 premiers questionnaires recueillis ont été étudiés et les données de ces questionnaires montraient que 14% des parents se sentent bien informés mais font trop d'erreurs,
c'est-à-dire plus de 3 erreurs, ou 3 erreurs. Et nous avons calculé que 185 questionnaires étaient nécessaires pour vérifier cette hypothèse. Un calcul du nombre de questionnaires nécessaires avait été effectué. Lors de l'étude principale, 494 questionnaires ont été distribués, 226 recueillis et 219 ont été inclus pour l'étude, ce qui correspondait à un taux de récupération des questionnaires de 46%, ce qui pour ce type d'étude assez classique est un taux relativement important. Ce qui montre que ce sujet a intéressé les parents répondant au questionnaire. Les cadres et les parents ayant fait des études supérieures ont été fortement représentés lors de cette étude. Donc, on voit effectivement, enfin, j'ai pas de flèche, vous le voyez sur le graphe assez facilement, j'imagine. Il faut savoir que ce sont essentiellement les mères qui ont répondu à ces questionnaires. Désolée pour la partie féminine de cette session. L'automédication est fréquente et les parents se sentent bien informés, puisque 91% des parents de cette étude ont pratiqué l'automédication, soit 200 parents sur 219. Et vous remarquerez que l'âge de l'enfant est également très intéressant, puisque des enfants de 0 à 6 mois ont bénéficié, si j'ose dire, d'une automédication dans 13,5% des cas, et entre 6 et 24 mois, de 40,95%, enfin bref, entre 6 et 24 mois, ont également eu une automédication. 91% des parents se sentent suffisamment informés. Alors, encore une fois, ce tableau représente ce qui a été proposé aux parents comme médicaments, donc paracétamol, ibuprofène, les antalgiques, les antipyrétiques, la sphère digestive, les antibiotiques, les antitussifs, les antihistaminiques, des crèmes, des antiseptiques et autres. Alors, on va voir que les antalgiques et antipyrétiques étaient les plus fortement utilisés en automédication, puisqu'on retrouve une proportion de 30,9%. Donc c'est très important. En deuxième position, nous avons les antitussifs, et ce qui concerne la rhinite, si vous voulez, à 19,5%. Troisième position, les sprays nasaux, la sphère digestive, et enfin, excusez-moi, comment revenir en arrière? Hop, voilà. Tous les autres, c'était une proportion donc de 1%, 4,8%, enfin, donc c'était vraiment mineur. Excusez-moi, très susceptible. Voilà. Alors, quelles étaient les sources d'information des parents? Eh bien, 83% des parents, ça flatte notre ego, ont eu comme première source d'information les médecins généralistes. En deuxième position, le pharmacien, qui est notre partenaire quand même lors des prescriptions, il ne faut jamais l'oublier. Et enfin, donc, les notices des médicaments. Donc, on se dit toujours que ces notices, c'est bien de les lire, c'est pas bien de les lire, n'empêche que ça a été une source d'information pour ses parents. Internet, bizarrement, on se dit toujours que les parents, les patients vont beaucoup consulter Internet. Ben non, non, pas dans ce cas-là en tout cas. 19% des parents, soit 38 sur 200, pratiquent trop d'erreurs alors qu'ils se sentent suffisamment informés, donc au moins 3 erreurs, et 54% des parents faisaient au moins une erreur. Alors tout ça est très effrayant, vous allez me dire que vraiment on peut être très inquiet, mais la nature des erreurs est plutôt rassurante, puisque nous avons retrouvé comme erreur essentiellement des erreurs au niveau du sous-dosage des médicaments, donc dans 65 cas. Et deuxième erreur, concernant donc les traitements avec des médicaments sur prescription médicale obligatoire. Troisième erreur, l'automédication avant 3 mois. Ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Les parents ont fait des confusions entre les génériques, leurs principes, les noms, les associations. Au cours donc, de l'analyse de ces questionnaires, on s'est aperçu que les parents ne savaient pas très bien ce que c'était une association, qu'ils pouvaient faire des associations entre des médicaments, par exemple,
le plus courant, Doliprane, Efferalgan, paracétamol. Ça leur apparaît comme étant des médicaments différents, alors que bien entendu, ce n'est pas le cas. Donc à ce niveau-là, il y a donc des informations à donner. Également, qu'est-ce que c'est qu'une association? Est-ce que c'est donner 2 médicaments en même temps? Est-ce que c'est donner des médicaments en alternance? Là aussi, ce n'est pas très très clair. Alors, question évidente, hein, d'où venaient ces médicaments finalement? Eh bien, ces médicaments venaient des pharmacies familiales, essentiellement. Quelquefois, ces médicaments avaient pu être donnés par des amis, mais en tout cas, la plupart du temps, c'était quand même des médicaments qui avaient été prescrits et non pas des médicaments que les personnes étaient allées chercher d'elles-mêmes à la pharmacie. C'était vraiment présent dans la maison. Donc, vous voyez les mauvaises associations. On a fait donc une analyse, hein, comme je vous avais dit, hein, sociodémographique, à partir des données de l'INSEE, hein, des catégories socioprofessionnelles des parents et également donc, de leur niveau d'études. On voit que, d'après ces questionnaires, les parents qui ont fait des études supérieures feraient moins d'erreurs que les autres. Mais bien entendu, c'est une petite étude. Hein. On peut se dire aussi qu'il y a un biais de recrutement. Les forces de cette étude est que c'est une population représentative en Île-de-France, avec une répartition des catégories socio-professionnelles et des niveaux d'études comparables. Les lieux de recrutement, comme vous avez vu, étaient très variés. Hein. On avait vraiment fait exprès hein, de diversifier la distribution des questionnaires. Ces questionnaires n'ont pas été remplis, comment dirais-je, de façon directive, c'est-à-dire qu'ils ont été distribués au sein des différentes structures, confiés aux parents, qui les remplissaient en salle d'attente, par exemple, ou bien ils les rapportaient chez eux et les rapportaient ensuite au cabinet médical. Donc, il n'y a pas eu d'intervenants pouvant guider leurs réflexions et leurs réponses. Hein. Ce sujet a fortement intéressé les parents lors des consultations, puisqu'on a vu un taux de retour hein, de ces questionnaires relativement important, hein, 46% encore une fois. Les limites de l'étude est que la population est trop petite, que toutes les catégories socio-professionnelles n'ont pas été représentées. Vous avez peut-être vu qu'il n'y avait pas d'agriculteurs. Ben, effectivement, ça a été fait en Île-de-France. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs en Île-de-France. En plein Paris, le jardin est rare. Et il n'y avait pas non plus beaucoup de commerçants représentés dans ce travail. Donc, il n'y a pas de conclusion ferme hein, sur l'influence de la catégorie socio-professionnelle et le niveau d'études des parents. On n'a pas fait de randomisation. On n'a pas fait d'études en double aveugle. Le questionnaire était relativement complexe. Pourtant, on a fait une petite pré-étude hein, pour évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de ce questionnaire auprès de 11 personnes. Le questionnaire a été donné à des secrétaires médicales, des infirmières, des parents qui ont bien voulu se prêter à ce jeu-là. Et le temps pour compléter le questionnaire était entre 7 et 11 minutes, ce qui parfois était trop long. Par exemple, aussi, le parent prenait le questionnaire en salle d'attente, parfois son tour venait pour repasser en consultation et le questionnaire n'était pas suffisamment rempli. Ce qui fait que sur les 226 questionnaires récoltés, on n'en a retenu que 219, hein, parce qu'il n'était pas suffisamment complété. Et ce taux de récupération des questionnaires a été variable en fonction donc, des lieux de recrutement. Il y en avait pas mal qui avaient été distribués en pharmacie et là, le taux de recrutement a été le plus faible hein, puisqu'il a représenté 1% du recueil des questionnaires. Donc, voilà. En conclusion, ce sont toujours les mêmes recommandations que nous avons évoquées lors de cette session, c'est-à-dire l'information dès les premiers mois de l'enfant. Donc les premières consultations de l'enfant sont très importantes pour faire passer beaucoup de messages, mais en particulier celui-là. La distribution de fiches éducatives au format du carnet de santé. Il existe des fiches préétablies pour certains médicaments qui ont été établies par l'Agence nationale du médicament, l'ASNM. Il faut être disponible en consultation et par téléphone pour des conseils. Je sais que c'est très difficile hein, pour les médecins généralistes que nous sommes et très sollicités, mais nous apparaissons comme la première source d'information des parents et lors des inquiétudes. Adapter la délivrance des médicaments à prescription médicale obligatoire à la durée de prescription, là, on ouvre une large porte
C'est-à-dire que vous savez qu'en France, eh bien, il y a des boîtages avec beaucoup de comprimés dedans et que dans d'autres pays, en particulier en Amérique du Nord, lorsqu'il y a une prescription, eh bien, les médicaments donnés correspondent exactement à la posologie et à la durée de prescription.